Alors là, notre débat principal, le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé une visite officielle en Ouzbékistan. C'est une troisième étape d'une tournée en Asie et cette dernière étape vient couronner la réussite de la visite du président à Sisi, que ce soit au Bahreïn, puis en Chine et cette fois-ci en Ouzbékistan. Plusieurs domaines de collaboration et de coopération entre les deux États. Et nous allons parler en détail des aspects de cette visite avec notre invité aujourd'hui, M. Amr Zohiri, journaliste. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, si on met cette visite dans un cadre plus officiel, on va dire que cette visite vient couronner 25 ans de relations bilatérales entre les deux pays et vraiment une visite importante pour les deux côtés. Selon vous, tout d'abord, si on parle du développement des relations entre les deux pays à travers un quart de siècle, comment vous les voyez? Sans doute l'Égypte était parmi les premiers pays qui ont tenu des relations diplomatiques bilatérales avec les États musulmans décomposés de l'Union soviétique après cette chute. Et après, le président Islam Karimov a eu pendant des années des relations très amicales et profondément liées à l'Égypte, avec également le président Moubarak. Ce qu'il y a en Ouzbékistan, en fait, c'est qu'il y a également un profond respect chez la population ouzbèque pour Al-Azhar comme la référence principale, ou peut-être la seule, de l'islam sunnite dans le monde. Donc, les liens historiques sans doute étaient même pendant les périodes, comme vous l'avez mentionné, de l'ancien gouverneur Noutoulon qui a fondé au endroit du monde a participé profondément dans tout ce qui était dans la créativité et les inventions et les avancées scientifiques arabes et musulmanes d'antan depuis beaucoup des années. L'Ouzbékistan est sur la route de soi, sans doute. Et cela la rend importante pour également ce qui pourrait être l'avenir du projet. Premièrement, d'un côté du destin commun de l'ONU et également de ce qui est une ceinture, une route, qui est le projet phare du gouvernement chinois. Oui, c'est vrai. Alors, si on parle dans le cadre de la tournée du président Al-Sisi en Asie, en visitant la Chine, qui avait lancé la renaissance de cette route de soie, encore une fois, et puis l'Ouzbékistan, et en rencontrant les dirigeants africains également en Chine, on peut dire qu'on est au seuil d'une période peut-être de développement économique pour ces pays impliqués dans cette renaissance qui peut vraiment les mettre à la tête des économies mondiales. Sans doute, il y a beaucoup d'efforts à faire dans tous les pays du monde, mais il y a une intention positive par le président Chaukat Mirziyoyev comme le président Al-Sisi pour essayer de mettre tous les moyens possibles pour une coopération bilatérale à succès entre les deux pays. Et cela entre dans plusieurs cadres plus grands qui englobent l'ensemble de ce qui pourrait être le développement mondial de pour
l'Ouzbékistan, l'Égypte, à travers l'Azhar, reste toujours le pays phare qui peut être la destination numéro un pour tous ceux qui veulent étudier, que ce soit la civilisation islamique ou pour étudier le Coran, l'arabe. L'Égypte reste une des destinations. Alors là, on parle d'un genre également, non seulement d'enseignement attendu par l'Ouzbékistan, mais également de tourisme. Un genre de tourisme pas très connu en Égypte, mais qui peut capter des milliers de touristes chaque année, surtout d'un pays comme l'Ouzbékistan, afin de venir visiter un patrimoine qui reflète la civilisation des deux peuples. Oui, et sans doute, c'est une très bonne idée pour avoir une idée de ce qu'il y a entre les deux pays en commun, mais également, ce qu'il faut préciser, c'est que l'Azhar représente, en effet, ce qui est, on pourrait le considérer comme une référence crédible pour l'Égypte, et sans doute quelque chose de très apprécié par les Égyptiens, ou serait apprécié par les Égyptiens, puisqu'il y a beaucoup de choses en commun, mais sans doute cela n'est pas... il ne faut pas compter sur cela comme un atout gagnant de suite, mais cela serait dans un cadre plus grand qui accueille l'ensemble de tous les peuples de cette région et tous les peuples d'Afrique en améliorant toutes les tout ce qui je voulais dire ce qui est égyptien dans le tourisme, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. L'offre touristique égyptienne doit s'améliorer pour être à l'offre, non dans le cadre de ce qui est offert, mais pas la performance, je cherche le mot, c'est pas grave. Également, bien sûr, cette visite porte un aspect économique très important puisque l'investissement était vraiment les dossiers principaux à discuter entre les deux pays, et afin de commenter ce dossier, nous avons contacté... Prestations touristiques, excusez-moi. Très bien. Nous avons contacté Mme Passant Fahmi, députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors là, on parle de cette visite attendue des deux côtés du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouzbékistan. Et investissement, économie sont vraiment les mots-clés de cette visite. Selon vous, qu'est-ce qu'on attend comme résultat positif de cette visite? Depuis que Monsieur le Président a été élu, le plan de développer l'économie est basé sur une philosophie un peu nouvelle. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une relation économique avec les grands pays seulement, mais on doit avoir des relations économiques avec le monde entier. Premièrement, parce que nous avons un grand problème de terrorisme, un grand problème de fanatisme et de pauvreté. Vous pouvez dire beaucoup de choses dans les petits pays qui n'arrivent plus à vivre, surtout si on regarde l'Afrique, par exemple. Alors là, le plan de l'Égypte, la vision de l'Égypte a été toujours développer des relations stables et avec le monde entier. Et je pense que le grand problème qui existe maintenant entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique a prouvé qu'on ne peut pas baser sur l'intérêt du pays tout seul. C'est-à-dire qu'il faut trouver toujours des moyens pour avoir des relations avec tous les pays du monde, que ce soit les grands pays, des pays assez moyens ou bien les petits pays. Et je répète, le problème de terrorisme et de fanatisme se développe à la pauvreté. Vietnam et d'autres pays. Chaque pays a un point
strong, un point fort avec lequel il peut développer des relations avec l'Égypte. Et non seulement l'Égypte, moi je regarde toujours l'Égypte maintenant comme l'entrée ou la clé vers l'Afrique. Si vraiment on veut travailler en Afrique, c'est l'Égypte qui doit toujours être là, avec toute l'infrastructure qu'elle a fait, avec le corridor du canal de Suez, avec le système monétaire, etc. Alors, Monsieur le Président visite tous les pays et développe des relations économiques et aussi dans d'autres domaines touristiques, par exemple, du côté de l'éducation, beaucoup de la santé, scientifique. chaque pays a des choses à offrir. Alors, cette visite-là, après la visite de la Chine, qui a été un grand succès, parce qu'ils ont signé des contrats qui ont dépassé 18 milliards et demi dans des investissements directs. Et aussi, l'Ouzbékistan aussi peut avoir des relations avec nous vers l'Afrique. Madame Passant Fahmy, je vous remercie infiniment pour ces précisions. Vous êtes députée au Parlement égyptien, merci bien. Je reviens à mon invité, M. Amr Zouhiri, journaliste, et je vais parler en détail de plusieurs domaines qui peuvent être vraiment des domaines de collaboration prospère. Puis il y en a pas. Et tout le monde le répète toujours, l'Égypte possède vraiment plusieurs atouts qui peuvent attirer les investissements au milieu d'un carrefour entre l'Afrique et l'Asie. Alors, avoir des liens ou des transports aériens avec Ouzbékistan, ça peut aider, puisque Ouzbékistan, au milieu de l'Asie centrale, alors là, ça peut encourager les investissements s'il y a ces transports aériens. Selon vous, pourquoi on n'avait pas vu des grands pas en ce qui concerne cette collaboration entre les deux pays qui peut être gagnant-gagnant pour les deux? Sans doute, tout cela prend du temps. Et ça avance, 25 ans, c'est pas suffisant. Un petit pas. Non, il y a deux choses. Revenant au dossier touristique, je pense également que le marché chinois est très prometteur touristiquement également. Mais les lignes aériennes directes, c'est très important et ça a commencé cette semaine, je pense, à Bakou, en Azerbaïdjan. Oui. Donc c'est un pas en avant et cela peut être utile pour toute cette région. Également, pourquoi pas à Tashkent, à Almaty également. Et sans doute, c'est très bénéfique d'en avoir des lignes directes depuis le Caire. L'importance de ce qui est l'Égypte comme portail de l'Afrique pour tout investissement étranger, soit européen ou chinois ou même sud-américain ou américain du Nord, du NAFTA, n'importe quel pays qu'il soit. Cette portail est très importante pour le monde entier et elle doit être à la hauteur de ces attentes. Si on travaille sur nous-mêmes, on fera de mieux et on évitera tout ce qui pourrait endommager une lancée dans les domaines touristiques, etc. Et également, le dossier de ce qui est le tourisme, et également, Mme Passant Fahmy a précisé, a souligné, c'est quelque chose qui nous mettent tous devant l'épreuve de ce qu'il y a... le terrorisme. Le terrorisme, parce que Monsieur le Président Al-Sisi, il a précisé que c'est un défi mondial. Oui. Et ce que nous devons faire, je pense, et ensemble tous, est de souligner cela dans le cadre de ce qui est le destin commun de l'humanité. Et je veux vous poser une question. Vous voyez, par exemple, dans le sommet sino-africain, pourquoi le développement de l'Afrique est attendu même après de ce qui est prévu par les nations.
ce qui sort, le résultat final, on le trouve dans l'immigration illégale et le sous-développement en Afrique. Et le sous-développement en Afrique doit avant tout affronter deux phénomènes très importants, ce sont le terrorisme et les guerres civiles et les guerres, les affrontements, parce que tous les disent il faut avancer en petits pas, mais avancer quand même. Et c'est mieux qu'avancer et puis reculer 2-3 pas et puis reprendre dès le départ. Et le continent africain, dans l'ensemble, est très prometteur et possède beaucoup des atouts et peut offrir sans doute des offres d'investissement étrangers, comme on a vu pour la Chine, pour l'usine en Tunisie des voitures, par exemple. Si on fait cela partout en Afrique et on développe tous les pays africains, ce serait le paradis en Afrique, et d'un autre côté, ce serait le paradis pour le monde entier, parce qu'il n'y aurait plus de ni de pouvoir avancer plus tard. Oui, je crois qu'également, on peut avoir plusieurs usines et d'investissements directs en ce qui concerne la production pétrochimique, par exemple, entre l'Égypte et l'Ouzbékistan. Ça peut être un atout pour les deux pays, investir dans ce domaine, puisque l'Égypte possède une large expérience. Également, en ce qui concerne l'échange entre l'Afrique en général et l'Égypte, et un pays comme l'Ouzbékistan et l'Égypte, ce sont les matières premières qu'on peut avoir pour produire ici, surtout dans la région du canal de Suez, avec ce grand projet de développement dans la région. Alors on attend à ce que ce projet, qui est un rêve actuellement, donne vraiment des effets très positifs. D'un part ou d'autre, et qui ne veut pas que l'Afrique recommence un chemin de développement accru, ou que la Chine s'approche du continent? Sans doute c'est important, mais je pense que ce ne serait pas pour l'instant même. Je pense pas, puisqu'ils ont trouvé dans le pays de Golfe quelques accords pour trouver d'autres priorités, mais cela reste important et cela reste réalisable dans le futur, dans n'importe quel moment, et il sera fait un jour ou l'autre. Il n'y a pas de souci, parce que selon une philosophie d'un destin commun, même tout ce qui vient pour nuire à l'humanité, on va le dépasser plus tard, même plus tard. Oui. Mais il faut résister pour le faire. Et l'importance des pays africains, il l'a démontré, et même dans le pays de tout le monde, tout pays est important, et cela est quelque chose qui démontre le président Sisi. Oui. Selon vous, comment ces pays vont-ils redonner la vie à la route de soie, que ce soit pour le développement ou les échanges commerciaux? Comment ils vont redonner la vie à la route de soie, puisque aujourd'hui on ne l'utilise plus pratiquement? Oui, mais il existe les traces de cette route. L'Ogdonome en France, Lyon, c'était sur la route de soie. Donc il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de... Mais quel sera le plan pour redonner vie à ces stations? Cela, c'est une idée chinoise, et réalisation chinoise, argent chinoise, et tout ce qui est cela pourrait être dans les têtes des preneurs de décisions chinois. Mais ce qu'on peut noter est que tout simplement, cela était pendant les moments de l'histoire où il était actif, ce projet et cette route, ils étaient en fonction. L'humanité était en une période de prospérité et
sans doute parce que c'était facile, c'est pas facile, mais ça prenait du temps, mais c'était quelque chose d'agréable d'avoir du commerce qui passe de la Chine en Afrique, en Europe, en passant, en traversant toute cette route. Aujourd'hui, la possibilité de le réaliser, elle est plus facile, sans doute, peut-être, on ne le sait pas, plus coûteuse, mais elle serait, parce que les moyens techniques et technologiques d'aujourd'hui sont incomparables à ce qui était pendant la période des caravans, etc., qui traversaient les déserts, etc. Maintenant, il y a mille façons de le faire, donc cela reste dans la tête des experts chinois, mais cela est très bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, sans doute. Un cercle, une route, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose il restera après sa réalisation pendant des décennies et des millénaires, j'espère. Quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. Oui, puisqu'on avait également mentionné le dossier du terrorisme, là, on doit dire que l'Égypte, qui est toujours présente là comme étant l'image de l'islam modéré à travers l'Azhar, également l'Ouzbékistan qui possède une richesse, une civilisation islamique vraiment magnifique, et plusieurs noms qui ont connu un grand succès au Moyen-Âge, qui venaient de l'Ouzbékistan et qui ont enrichi le répertoire humanitaire. Comment peut-on avoir un plan de collaboration entre les deux pays afin de présenter et de ressusciter cette image de l'islam modéré, pour confronter les idées erronées, pour confronter tout ce qui est fanatique qui existe actuellement? Je pense du côté en Ouzbékistan, ils gardent toujours cette image. Ils n'ont pas ce que nous avons nous-mêmes. Une image qui a été un peu effacée à travers l'URSS, à travers l'Union soviétique. Oui, parce que comme ils sont loin de nous au niveau géographique, ils n'ont pas tous les détails de tout ce qui se passe chez nous, qui mettent à l'Azhar de temps en temps à l'épreuve des débats, etc. Cela, ils n'ont pas. Je pense ce qui intéresse les musulmans de l'Ouzbékistan, c'est la justesse de ce qui est précisé par l'Azhar comme règle commune. Et cela, c'est facile à faire. L'ensemble de ce qui était dans de tradition en commun, de tout ce qui cela existe, mais sans doute, si on voulait le mettre sous les projecteurs, il faut les faire étudier à l'école pour les enfants, parce que c'est pas inconnu. Celui qui vient de Ferjana, il y a beaucoup dans l'ensemble de tous les scientifiques arabes de l'histoire qui ont pu réaliser tout ce qui a été très important pour l'humanité, comme comprendre comment fonctionne l'œil humain, par exemple, comment fonctionne. Beaucoup parce que pas la Renaissance et tout ce qui est le développement qui a été eu en Europe, c'était grâce et ce qui était semé par les scientifiques. Par ces scientifiques, c'est vrai. Alors, l'Égypte était le premier pays arabe qui a reconnu l'indépendance d'Ouzbékistan et établi des relations diplomatiques, et cela a eu lieu le 23 janvier 1992. Aujourd'hui, en fêtant 25 ans de relations, comment vraiment on peut dire que cette décision de l'Égypte il y a 25 ans est valable jusqu'à aujourd'hui et était une bonne décision à prendre au moment? Sans doute l'Égypte, elle gardait tout le temps de relations très importantes avec l'Union soviétique en ce moment global, et
après la décomposition de l'Union soviétique, les relations bilatérales avec les 15 pays de l'Union soviétique étaient adaptées ou faites de suite après l'indépendance de ces pays, si on considère la question. Donc, et comment elle peut ajouter quelque chose dans notre... Et c'est un devoir d'abord médiatique pour faire connaître l'Ouzbékistan au peuple égyptien, parce que je ne pense pas que beaucoup... Oui, à travers cette nouvelle visite, on commence vraiment, nous les Égyptiens, à découvrir de traits communs entre les deux peuples qu'on n'avait pas en tête. Vous avez mentionné par exemple la mosquée d'Ibn Touloun, il y a également le jardin d'Azbakeya, de ce que j'ai lu. Oui, exactement, l'Ouzbékiyya, c'est par des Ouzbeks. Oui. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de traits communs qu'on n'a même pas réfléchi à les mettre en relief, qui peuvent aider les deux pays, n'est-ce pas, à améliorer les relations en général. Oui, sans doute, mais c'est un bon projet de mettre mettre la lumière sur cela, et ça prendra du temps pour faire connaître cela à l'ensemble du peuple égyptien. Aujourd'hui, malheureusement, en prononçant l'Ouzbékiyya, on garde plus la racine ouzbèque de ce jardin magnifique du centre du Caire, à la place Attaba. À l'époque où l'hôtel continental du Caire était le centre du monde, ce jardin, il était très grand, il était magnifique. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que même si l'Ouzbékistan reste en physique loin du sol égyptien, les deux peuples ont une civilisation commune et je crois qu'ils peuvent avoir un avenir commun également à travers les relations bilatérales et à travers la collaboration et coopération bilatérale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, premièrement, deuxièmement, troisièmement et finalement également que le destin commun de l'humanité, c'est non seulement bilatéral, mais c'est multilatéral. Mais pour le bâtir, ça serait fait en ce qui est bilatéral. On commence par le bilatéral pour arriver à la multilatérale. Il faut toujours avoir en tête ce qui est le destin commun de l'humanité, puisque après toutes ces guerres, il faut aujourd'hui penser à la reconstruction de la Syrie, il faut plus penser à la reconstruction de la Libye, parce que ça ne va pas durer. Une guerre, ça se passe, ça se fait, et après, il y a d'autres processus plus importants qui est la reconstruction du pays et fermer tous les dossiers de ce qui est différence et, entre les peuples et entre les populations et chercher ce qui est de commun et ce qui est de comment le dire, ce qui est en commun. Oui, pour la prospérité de l'être humain. Parce que nous sommes la diversité de l'ensemble de l'humanité est un point fort et très important. La force de l'humanité est dans sa diversité et non pas dans sa décomposition. C'est vrai. Alors, je tiens à remercier notre invité, M. Amr Zouhiri, qui est journaliste, et je tiens également à vous donner un résumé de notre débat. Aujourd'hui, on parlait de la troisième étape d'une visite asiatique du président Abdel Fattah el-Sisi, qu'il avait menée au début au Bahreïn, puis en Chine, et dernière étape qui vient couronner la réussite de cette tournée asiatique, c'était en Ouzbékistan, où le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev, et également le président Abdel Fattah el-Sisi était accompagné d'une large délégation officielle et également d'hommes d'affaires. Plusieurs mémorandums d'entente et plusieurs protocoles ont été signés entre les deux pays afin de donner
un nouvel élan à une nouvelle période de relations bilatérales entre les deux. L'Égypte, qui était le premier pays à reconnaître ce pays à l'indépendance de l'Union soviétique en 1992, et bien sûr on espère que également le projet d'une route ceinture soit vraiment une réussite pour tous les pays qui ont des stations sur cette route. Et je tiens à vous remercier, chers téléspectateurs, et on se retrouve une nouvelle édition de Direct demain à la même heure. Au revoir.